Donc là, l'idée, ce qu'on a fait, tu veux faire peut-être la phase d'instro? Ouais, donc c'est une. C'est montré sur le PC. Ouais, c'est pour ça qu'on va faire comme ça. Ouais. Vas-y. C'est donc une loterie qui est en fait actée par la blockchain. C'est quelque chose à ma connaissance de inédit. Et je sais pas si tu peux donner. Voilà, donc nous ce qu'on a voulu faire, bon là, évidemment, comme de connexion entre. Wi-Fi, faut. Mais Wi-Fi. Vous bon, activez c'est pas très grave. On a fait le son, je pense qu'on a. Je vais montrer quand même pas mal d'entre vous déjà comment ça marchait. Après. Voilà, et on va montrer après. Donc là, l'idée, c'est de faire une loterie actée par la blockchain. Donc, le but, c'est plus d'organiser des campagnes publicitaires. C'est-à-dire qu'on fait une loterie type casino où les gens mettent de l'argent et reçoivent peut-être des sous à la sortie. Ça, c'était pas très légal en France. Par contre, une loterie type publicitaire dans laquelle on peut proposer à un marchand dans la rue d'organiser une loterie, après elle se déroule sur les sites, les réseaux publics, ce genre de choses. Et l'intérêt de cette loterie, c'est qu'elle est axée sur le Bitcoin, donc elle touche un public un peu particulier, on peut supposer un peu plus proche de la technologie, ce genre de choses, et en même temps, elle est prouvée secure. C'est-à-dire que les opérateurs, moi, en tant que fournisseur de loterie, je ne peux pas tricher, je ne peux pas faire gagner mon petit cousin quand il y a une voiture à gagner, ou ce genre de choses. Donc ça a ses côtés intéressants. C'est une plus-value par rapport à ce qui doit probablement exister. On n'a pas encore recherché ce qui existe. C'est ça, une loterie où tu as 100 tiers de confiance, évidemment, qui est le point fort du protocole. Donc là, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Donc on a des clients. Les clients, c'est les annonceurs, enfin ceux qui veulent faire de leur pub. Et donc eux, ils créent un compte sur lequel ils versent ou nous, on leur fournit des bitcoins. Quand ils veulent créer une loterie, ce qui va se passer, c'est que nous, on va prendre cet argent, le dispatcher sur, par exemple, on crée 100 tickets, on va créer 100 adresses Bitcoin sur lesquelles on va transférer un montant symbolique, pourquoi pas. Et ensuite, quand il y a un utilisateur qui veut jouer à cette loterie, il se log sur la page, il rentre ses infos, je sais pas, il like sur Facebook ou il tweet ou quelque chose comme ça. Il a accès à un ticket de loterie qu'on lui assigne, donc en fait on lui assigne une adresse. Et pour acter on va mettre le ticket dans l'urne, on fait la transaction donc, du ticket, donc des sous qui étaient sur l'adresse du ticket vers l'adresse du pot. Et donc à la fin, quand la loterie se termine, elle se termine non pas à un temps donné, mais à un bloc donné. On attend, on laisse passer quelques confirmations pour être sûr que ça ne changera pas. On prend on hache les adresses pour faire l'algorithme mathématique, on va hacher l'adresse du ticket plus le hash du bloc par exemple. Et de là, on peut déterminer un ordre, et donc on a des gagnants et des perdants, évidemment. Donc voilà, je pense. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que à l'entrée, en fait, c'est gratuit pour les gens, parce que c'est le marchand qui, pour donc avoir un support pour nous, en fait. Et ensuite, le lot, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être du Bitcoin, ça peut être des lots de ce marchand lui-même. Ça peut être un altcoin, ça peut aller ensuite sur une plateforme de crowdfunding, ça peut aller ou bien dans une API de Coinbase, Ethereum. Ça, on peut imaginer que le pot final, tous ceux qui ont joué contribuent au pot sans que ça leur coûte, mais le gagnant récupère la cagnotte du pot. Il y a plein de façons de faire les choses de façon automatique ou pas automatique. Si par exemple ça va au marchand de chaussures, là il faudra donner l'adresse de livraison et puis juste envoyer les lots. Et donc bien sûr tout est vérifiable, c'est-à-dire qu'on peut aller directement regarder ce qui se passe, etc. C'est acté, vérifiable. Donc là pour la loterie qu'on a fait tourner, le gagnant c'est Jonathan. Je sais pas si Jonathan, je sais pas s'il est là. Voilà. Bravo, c'est toi qui as gagné. Bon, t'as rien gagné, mais t'as gagné. Et donc on peut imaginer l'avoir sur n'importe quel site marchand, ou bien Facebook, ou bien... Après l'idée, c'est pour l'instant on a fait ça rapidement, mais après on peut juste fournir des API et après les gens peuvent se baser dessus pour faire des applications web, machin, etc. Petite question. Oui. Le vote, il a une initiative de qui? Alors le vote, la participation, tu veux dire? Ouais. C'est moi je suis quelqu'un, un potentiel client, je participe à la loterie, je rentre mes infos, par exemple nom, prénom, adresse, etc. Et à partir de là, je fais un get ticket. En gros, je récupère un ticket, on m'assigne un ticket au hasard, et là, en gros, tu lis le... Et on te donne les clés en fait. On va te montrer, on va te dire, toi tu as eu telle adresse,
Et après, tu peux voir sur la blockchain qu'en effet, ta adresse a été transférée sur le pot. Alors évidemment, tu ne dis pas l'identité à la clé. Ça, c'est fait hors blockchain en fait. Par contre, vérifier que c'est ça l'identité qui a bien gagné, quelle clé qui a bien gagné, ça, c'est fait dans la blockchain et c'est vérifiable. Et juste merci pour tout l'événement. C'était intense, fun, j'ai beaucoup appris. On a beaucoup appris. Alors, on va faire passer à Heartbeat. Ils ont gagné la note. C'est quoi les variables? Alors en fait, vous avez besoin de... C'est quoi la nuit? Ok, bah, c'est parti. So our project is Heartbeat. It's a website that integrates all the online marketplaces where you can buy and sell bitcoins together with information about Bitcoin that is gathered from posts like Twitter posts, Facebook posts, and all kind of big data that's gathered all together. So as you can see, we have an API that integrates Bitstamp, Kraken, DBC, you know, well, not this one. And so how it works is that it's totally trustless. So if you want to use our website, you put the API on it. You can do trades, you can sell and buy, but we cannot ever withdraw money from your account or anything like that. So you don't have to trust us to use the website. And and another thing that that is very interesting about this is that you have the buy and sell section, and you have the feed from all the news sources that is on the same page. So it's kind of like Command Central. You go on the tab, you choose, let's say, Cryptsy, and you can buy and trade on Cryptsy right away and see all the news that's gathered from all the tweets right away as well. So if you see something that's coming up, you can sell all your assets on all the exchanges instantly. L'application, c'est en fait une interface de trading qui facilite les trading lorsqu'on possède des comptes sur des plateformes différentes. Et c'est souvent le cas que lorsque, par exemple, on a un compte pour trader du Bitcoin hébergé dans le pays où on habite, comme le Bitcoin central, mais on peut aussi trader des altcoins sur Cryptsy.
L'idée, c'est d'avoir une application qui rassemble les données de comptes privés et qui les agrège et qui nous permettent d'avoir une vue un peu plus globale sur nos données. Donc ici, l'exemple qu'on a pris, les deux plateformes, c'est Cryptsy et Bitstamp. Donc on a créé deux comptes, un sur Cryptsy et un sur Bitstamp. Ici, on a notre compte Cryptsy, donc qui nous permet de voir dans ce bloc-là quel est notre portfolio en fait Bitcoin. Donc ici, on voit qu'on a tant de Bitcoin pour telle proportion. Et voilà. Donc là, si on met à droite, on peut voir. Donc là, normalement, il nous affiche le pourcentage que représente Bitcoin dans notre portfolio d'altcoins. Ici, ça prend la moitié. Et on a tous les autres altcoins. Donc c'est aussi une interface de trade. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un test. Par exemple, on a beaucoup de Bitcoin et on veut en vendre une partie contre du Doge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter par exemple 10 000 Dogecoin et on va l'acheter au prix du marché pour qu'on puisse passer des ordres limites aussi, on va se fonctionner après. Donc normalement, si ça ne compte pas, ça passe. Donc voilà, là la transaction a été effectuée, donc notre ordre a été placé. On va rafraîchir rapidement notre balance pour voir que la transaction a bien été effectuée. Est-ce qu'il crache dans la console? Pas la souris. Ah oui, je sais pas. Ouais. Alors ça c'est notre. Donc on a un module d'information de compte, un module de trade. Donc là l'ordre a été effectué puisqu'on a rafraîchi cette page là. En dessous on a un module de news qui nous permet d'afficher un certain nombre de news venant des tweets de personnalités connues comme les VC ou les plateformes d'échange et de comparer ça au cours. Donc c'est notre deuxième bloc. Voilà, donc là on peut voir que notre proportion de Doge a augmenté. Et dernier point, donc on peut changer d'API. On a aussi un compte sur Bitstamp, donc on switch de plateforme et il nous affiche notre plateforme, notre compte sur Bitstamp. Et là donc on a des bitcoins ici. On fait un dernier petit test en passant un ordre limite sur Bitstamp. Donc on va vendre 0.1 bitcoin à. Donc avec une limite, on suppose que le bitcoin va augmenter, on va mettre 1000 $, donc ça arrivera à 1000 $. Et on place l'ordre limite, donc voilà, il arrive là. Et alors là, on ne peut pas l'enlever, et si on. Je peux décaler. Voilà, mettons qu'on change d'avis et qu'on soit un petit peu plus optimiste et qu'on a envie de l'annuler et de mettre 1200, on peut le faire, ça nous annule notre ordre et on va en passer un autre le marché de voilà, à peu près tout pour cette démo. C'est quoi la techno derrière? C'est que du JavaScript. Il y a un serveur Node, tout le front, enfin, il n'y a pas vraiment de framework Node.js Express, il y a des templates Jade, il y a un bootstrap, donc ça a l'air trop moche. On n'est pas designer, je suppose que ça se voit, mais ça nous a aidé un peu. Ah non, c'est là où il y a Ah oui, et on cherche des bêta-testeurs, donc il y a des gens qui sont intéressés pour participer à l'élaboration de cet outil. Ah oui, ça marche, ok, je t'envoie le voir. Donc avec Cryptsy, il nous reste encore 5 places en station. Est-ce que Jessie est là? Ok, donc que 5.
montrer la présentation avec quoi, sinon ça marche pas, il y a un rouge. Ça marche pas. Je vais essayer là. Allez, bien, alors. Ouais, ça fait partie du spectacle. Sinon, c'est un PDF, c'est un. Sinon, montrer, expliquer le principe, et on fera la démo, ceux qui veulent voir après. Okay. Là, on a pris l'ordinateur en réserve. Nous sommes Thibaut et Laurent. Le projet qu'on va vous présenter s'appelle le protocole du bazar. Et c'est basiquement en fait, une alternative au protocole de paiement qui existe dans Bitcoin. L'idée étant qu'il existe dans le monde différentes manières de commercer. Partout, on ne commerce pas sur des prix fixes, mais il existe des modèles alternatifs, comme par exemple le marchandage. Donc on s'est appuyé sur ce modèle-là. Donc l'idée en fait est qu'on a reconstruit un protocole alors, qui est assez similaire au protocole de paiement, mais sur l'idée de base qu'on a d'un côté un acheteur qui va vouloir payer un prix plutôt très bas et un vendeur qui voudrait plutôt un prix très haut. Ils vont donc converser ensemble, s'échanger des messages en dehors de la blockchain, tout ça, juste entre eux, pour travailler ensemble à construire des transactions avec une spécificité, c'est que ces transactions sont invalides, parce que les entrées, donc ce que veut bien mettre l'acheteur, seront inférieures au total des sorties. Voilà. Mais par contre, ils vont quand même construire ces transactions. La deuxième règle du protocole va être qu'ils sont de bonne volonté, ils vont faire en sorte d'essayer de converger, de se rapprocher pour atteindre un prix qui sera le prix du marché. Donc ils vont faire plusieurs itérations comme ça, à construire des transactions invalides, jusqu'à ce qu'ils arrivent donc à un même prix ou à ce que les entrées soient à la limite plus élevées que le prix demandé en sortie. Voilà. Quel avantage à faire ça? Pourquoi s'embêter à construire des transactions ça? Le premier avantage, c'est qu'on va avoir un protocole qui permet de diminuer entre guillemets, la confiance requise entre les deux, c'est-à-dire que le vendeur peut s'assurer que l'acheteur lui parle bien de montants qu'il contrôle, qu'il a en disposition. C'est-à-dire que la transaction qu'on envoie, même si elle est invalide, elle est signée, on vérifie les signatures, on vérifie les montants qui sont cotés. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être sur c'est, entre guillemets, une négociation qui est prouvable. C'est-à-dire qu'on a repris le principe de la blockchain, qui est l'idée de la signature de transaction, enfin de chaîne de signature. Et ici, en fait, on va faire une chaîne de signature de messages, c'est-à-dire que chaque message est signé avec en plus le précédent. L'idée étant que, vous pourrez voir dans la démo, les deux acteurs peuvent remplir des messages pour faire un peu évoluer la discussion, donner des arguments. À chaque étape, et une fois que la négociation est finie, il est impossible à un acteur d'essayer de modifier ce qu'il avait dit, comme par exemple voiture en très bon état alors qu'elle est cabossée. Il ne pourra pas modifier ce qui a été dit sans casser la chaîne de signature. Voilà. Donc il sera toujours possible de prouver la négociation qui a été faite. Voilà. Après, bon, dans les autres avantages qu'il peut y avoir, mais bon, ça c'est du détail, c'est que ça peut permettre de faire des négociations en asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de terminer la négociation dans l'heure, dans les 2 heures. Et puis éventuellement, on peut imaginer après plein d'alternatives, comme des négociations en parallèle, c'est-à-dire un acheteur qui va mettre entre guillemets en concurrence plusieurs vendeurs en négociant en parallèle avec eux et en faisant en sorte que les vendeurs voient les autres négociations. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on a expliqué vendredi, c'est qu'après on peut imaginer que ce soit des négociations entre 2 personnes, que ce soit des négociations automatisées entre 2 machines, comme par exemple pour les services de cloud pour vendre les ressources inutilisées, et voir ça peut être des négociations entre une personne et une machine. Tout est imaginable. Désolé pour le petit problème, mais on pourra vous la faire à côté.
Alors du coup, en fait, pour la démo, donc, que vous ne pourrez pas voir a priori, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mini prototype de boutique, en fait, où un vendeur peut mettre des produits à disposition et un acheteur potentiel, en fait, peut démarrer en fait, un processus de négociation. Donc en fait, simplement, on a un formulaire en fait, où chacun tour à tour, entre le vendeur et l'acheteur, vont pouvoir en fait spécifier un message et un prix. Voilà, donc on a cet échange de messages comme ça entre les deux parties qui se fait. Et petit à petit, on voit les prix qui convergent. On voit la différence de prix en fait entre la dernière offre de l'acheteur et du vendeur. Et donc finalement, quand on arrive, quand les prix convergent et quand on arrive en fait sur le même prix, il y a une photo de chat qui s'affiche, enfin, tout est bien qui finit bien et la transaction se termine. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez venir nous voir et on vous la fera. Voilà. Et les infos sont stockées de manière centralisée ou c'est comment ça fonctionne pour dire voilà j'ai fait ceci, j'ai fait cela Dans ce cas-là, oui, en fait, c'est vraiment de navigateur qui part à un serveur, c'est ça qui stocke tout. Mais l'idée étant que ça pourrait être quelque chose qui est intégré dans les wallets. Et en fait, chaque wallet va, par exemple, stocker la trace de la transaction, enfin de la négociation. Et chaque acteur garde l'historique de sa négociation. D'accord. Enfin, c'est juste un protocole. Après, on peut imaginer vraiment différents cas d'usage, centralisés ou décentralisés. Et le protocole, vous avez publié sur GitHub, quel est le... Ouais, enfin l'idée, le code, je suis pas sûr parce que... Pour le principe, c'est bien. Pour l'instant, tout est sur GitHub, que ce soit le protocole ou le code. Alors, n'allez pas le voir parce que du coup, en demi, c'est plutôt horrible, mais là, ça sera disponible. Ok. Du coup, désolé pour le petit contretemps. Il y a un réseau derrière qui était configuré sur. Bref. Pour vous expliquer, là derrière, du coup, sur les machines, on a une machine sur laquelle il y a des wallets qui tournent. Donc, c'est des wallets directement de Bitcoin. Donc les wallets officiels, donc là pour l'exemple, on a un Tethercoin, un Litecoin, Bitcoin, Darkcoin et on a mis Pierrecoin également. Enfin, ça va être pour la démo et pour faire la preuve de concept. Ça marche, grosso modo, ça marche avec tous les formes de Bitcoin qui ont le même protocole JSON RPC. Donc on a ça, et on va sur cette machine-là, du coup, le logiciel. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est un logiciel qui permet de gérer plusieurs wallets qui peuvent être de cryptos différentes. Donc, multi-wallet, multi-crypto. Ça permet, donc là pour l'instant, au niveau des données qu'on ressort, on ressort les balances. On ressort les listes d'adresses, les accounts qui sont liés avec ce wallet. Les listes des transactions effectuées. La liste des transactions effectuées, ces choses comme ça. Et sur n'importe quel wallet, donc à la limite on peut cliquer un petit peu en même temps. Donc là en haut on voit le résumé global. L'estimation Bitcoin, des choses comme ça. Ici on a la liste donc, de nos différents wallets. Donc là on a le wallet Tethercoin qui contient 2 accounts. Là, on voit ici donc, les adresses qui sont reliées avec cet account-là sur la droite. On a une overview directement de tout wallet, on peut voir les transactions. Alors voilà, sur un wallet qui possède déjà des transactions, donc là on voit un bout d'écran en moins sur la droite. Donc voilà, on a la liste des transactions. Donc il y a des débits crédits pour savoir si c'est de l'argent reçu, envoyé à partir de l'adresse qui nous concerne. Et donc, en fait, pour faire tout ça, on a construit une petite interface sur le protocole JSON RPC qui est du coup utilisé par toutes ces choses-là. Et on fournit une petite lib en fait. Et donc, ce GUI utilise toute la lib, donc une lib unique qui va du coup derrière explorer un petit peu les différents wallets. Et on a réussi à brancher aussi Coinbase du coup dedans, c'est-à-dire qu'on a branché un web wallet sur la même interface que les wallets locaux également. Donc ce qui permet d'avoir une seule interface et une seule librairie pour contrôler tout type de wallet
Et dans un seul environnement, quelle que soit la crypto utilisée, quelle que soit... Voilà, parce que si c'est notre compte est vide sur Codebase, donc je vais pas non plus de 0. Voilà. On peut peut-être, je sais pas, une transaction, il y a la possibilité de faire des transactions avec du Litecoin, je crois. Ouais, 2 minutes. En Litecoin, on va avoir un peu de swap En Litecoin, généralement, voilà, donc on choisit un account, on peut envoyer du coup à partir de cet account. Voilà. Donc de là, on peut envoyer directement sur une autre adresse avec l'adresse. On va ensuite, on a un autre contrat pour le level qui devrait bouger normalement. Désolé, c'est un peu dur. C'est codé en quoi? Alors tout ça c'est fait en Python, c'est du C-Side, donc le jeu derrière pour les polis, pour ce qui est du JSON RPC, c'est Vous avez besoin d'avoir des codés qui tournent, c'est ça. Alors c'est l'idée, c'est de pouvoir gérer à la fois, enfin l'idée de base c'était vraiment de gérer des wallets locaux pour avoir des wallets sécurisés, ne pas avoir la nécessité de donner des wallets à un tiers de confiance. Voilà. En amélioration possible, en fait, on nous a parlé, récemment il y avait des bits qui étaient sortis, les improvements sur le protocole Bitcoin, donc sur les wallets déterministes, donc ça permettrait a priori de se passer du stockage des blockchains et d'avoir des clients plus légers. Donc ça peut être des axes d'amélioration possibles. Et on a l'interface, on a le wrapper au-dessus pour pouvoir le gérer. Oui. Si j'ai besoin d'encrypter notre wallet, notre crypte privée, comment vous gérez la transaction? Justement. Comment? Quand vous avez crypté dans votre wallet, dans votre crypte privée décryptée, comment vous gérez la transaction pour décrypter en remote? Donc en fait, on a pour l'instant un mot de passe en dur, donc on a une base de données SQLite avec l'échange chiffré par la passphrase saisie par l'utilisateur. Donc c'est AES 256 et c'est a priori incassable, théoriquement. Ce n'est pas vulnérable. De même pour les API du coup. Donc on espère à terme avoir un format de fichier complètement chiffré. Là, le seul point, quand on s'est pas tardé sur la sécurité, en 48 heures, c'est pas possible. Mais ce serait de chiffrer complètement le fichier, un peu comme Electrum ou Armory, où un fichier, il n'y a pas de magic type qui peut identifier un wallet par exemple. Donc c'est une suite de données random qui ne connaît pas la clé. Par exemple, proposer un déploiement automatique aussi, éventuellement. Ah merci. Merci. Broker pâle. Alors, bonjour. Donc, je vais vous présenter en premier un bot de trade sur intra-plateforme en fait. Excusez-moi, fatigué aussi. Donc c'est un bot de trade automatique qui est basé sur 3 ordres par transaction. C'est-à-dire qu'en fait, il va calculer, pour faire simple, on passe du BTC là-haut en dollars, le dollar en euros, et on retourne les euros en bitcoin. Parce qu'en multipliant 3 transactions dans un sens, on a plus de chances d'attendre que le cours monte et redescende pour faire un bénéfice. Donc c'est histoire de maximiser les bénéfices le plus rapidement possible. C'est pas infaillible. Il y a des pertes. Au bout de cas, je tiens les positions 48 heures.
Et au bout de 48 heures, je relâche les positions au cours du marché. Malgré tout, je reste globalement positif. Ça ne tourne pas depuis très longtemps, mais je suis parti à moins 2% ici, moins 2% ici, 0 et 0, et vous voyez que ça tourne depuis vendredi, je suis à 6,47% sur à peu près 33 euros, que j'ai mis à peu près 33 euros partout. Donc ça tourne sur des petits montants pour l'instant, c'est à voir sur des montants plus importants. On peut voir ici les séries de transactions, de 3 transactions. Et du coup, vu que j'ai commencé à faire tourner ce programme vendredi, en arrivant ici, je suis passé à autre chose, suite aux différentes rencontres, et j'ai commencé à faire un prototype de broker avec avec effet de levier. Donc là, on a le AS qui est le lead du BTC USD. Et en dessous, on choisit à peu près le montant qu'on souhaite miser. Par exemple, 15 bitcoins avec un levier de 5. On lui indique et il va calculer le prix, le taux moyen en fait, le taux que ça va nous coûter. Donc au final, si on veut convertir, si on veut parier 15 bitcoins, c'est ce taux-là qu'on aura et non pas le taux le plus bas ou le taux le plus haut. Donc on sait tout de suite à quel taux on va commencer. Et si par exemple on prend des budgets plus petits pour correspondre à la démo, avec un levier de 10, on peut par exemple on va passer un ordre d'achat. Voilà. Il a passé un ordre d'achat à 562 et on va avoir pour l'instant au moment où est passé l'ordre une perte de 0,22 $. C'est dû à l'écart de notre budget RASC. Et en fait ça nous indique qu'il nous reste 5,4 $ avant que l'ordre soit détruit pour ne pas entamer les fonds du broker. Et en fait, si j'arrive à développer un peu plus ce prototype, je compte ouvrir le broker aux investissements privés. N'importe qui pourrait devenir un petit broker, en fait ce serait un broker participatif. Voilà. Ouais. J'ai pas compris. Préciser un truc. Ceux qui connaissent le principe de Just Dice, il y a un matelas où les gens vont mettre de l'argent pour avoir un fonds de roulement, et de l'autre côté, il y a des joueurs qui vont miser. Et en fait, son principe, c'est vraiment énorme parce qu'il va avoir besoin d'un matelas à peu près 100 bitcoins pour que quelqu'un puisse miser 1 bitcoin. Et qu'est-ce qui va se passer quand le mec va miser 1 bitcoin, c'est-à-dire qu'il est prêt à perdre 1 bitcoin? En gros, il y a un ordre de 100 bitcoins, si le levier est de 100, il y a un ordre de 100 bitcoins qui va être passé sur le marché. Ça va le faire décaler de ouf et tout, ça peut faire des bénéfices énormes. Mais le gars, il peut perdre 100 bitcoins tout seul, celui qui mise. Par contre, du côté broker, ceux qui ont mis dans le matelas, dans les 100 bitcoins, eux, ils auront une partie des frais de transaction usuels. Donc c'est plutôt côté sécurité. Voilà, je sais pas si... Comment vous faites pour garantir que le capital n'est pas entamé quand il y a des grands mouvements de baisse, de perte? En fait, je calcule en permanence j'absorbe les données du site de Paraplus, je suis sur BTC, j'absorbe les données en permanence et j'ai une marge de sécurité fixée à 15% de ce montant-là. Et dès que ça arrive à 15% de ce montant, ça repasse les ordres inverses pour éviter à tout prix d'entamer le matelas, le capital. Mais il sera forcément entamé sur certaines transactions, c'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir une perte à zéro en cascade? On ne peut pas garantir qu'il n'y ait jamais de perte. Mais globalement, ça s'équilibre du coup. Même si ça arrive à zéro, il y a un peu une... Il faut prendre en compte les fees et tout, mais si
transaction. Enfin, le modèle prend en compte les charges, donc oui, normalement ça passe. Je peux pas vous le garantir, surtout que c'est encore un prototype. Oui, mais je parle en théorie. Hein, je oui, pas... Là, on est déjà en argent réel. Ok. Merci. On va passer KissKissCoinCoin. Does anyone need the presentation to be in English or not? Oh, ça va. Je vais regarder mon écran. Ok, c'est parti. Ok. Donc, nous, on fait KissKissCoinCoin, ou bien en français KissKissCoin. On fait du crowdfunding équitable en utilisant des bitcoins. Vous savez tous comment ça marche le crowdfunding. Quelqu'un lance une campagne, il dit je veux lever une certaine quantité d'argent. Des gens viennent donner de l'argent. Et sur Kickstarter, ce qui se passe, c'est que l'argent est stocké sur un compte qu'on appelle un escrow. Kickstarter prend 5% de fee, le moyen de paiement prend entre 3 et 5%, et les contreparties sont fixées d'avance. Les contreparties fixées d'avance, c'est pas toujours bien parce que quand il se passe quelque chose comme un Oculus Rift qui lève 2,5 millions sur Kickstarter et qui, 2 ans après, est vendu 2 milliards auprès de Facebook, les premiers investisseurs qui étaient les backers ne touchent à peu près rien, alors que des investisseurs entrés 9 mois après en série A ont probablement touché autour de $20 pour chaque dollar qu'ils ont mis dans la boîte. Et c'est pas parce que Kickstarter est mal designé, c'est parce que avec une monnaie, une fiat currency, vous n'avez pas le droit de garder de l'argent, vous n'avez pas le droit de faire de l'equity crowdfunding. Donc notre mission ce week-end, c'était de designer un service de crowdfunding sans fees, sans escrow. Je suis désolé, du coup c'est du gros franglais. Et de faire d'écrire des contrats programmables qui permettent par exemple de de repayer des backers dans le cadre d'une levée ou d'une levée de fonds, d'une revente, etc. Donc la première chose, c'est définir un contrat. Un contrat, c'est une obligation mutuelle. Elle peut être morale, oui maman, je vais aller me brosser les dents. Elle peut être légale, si vous signez un contrat avec un avocat et que vous ne faites pas ce à quoi vous êtes engagé de faire, vous allez être poursuivi par la police. Ou bien ça peut être quelque chose qui est écrit dans une blockchain. Je m'engage, donc dans le premier contrat que nous on va étudier, c'est un contrat où on dit moi, entrepreneur, je veux lever 10 bitcoins pendant une campagne d'une semaine. Si j'arrive à atteindre ces 10 bitcoins, la transaction s'opérera. Si j'y arrive pas, l'argent ne quittera jamais votre wallet à vous backers. Donc, comment on fait ça? Une transaction Bitcoin valide, c'est un input, un output avec une adresse de départ, une adresse d'arrivée et un montant de départ qui est égal au montant d'arrivée. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini pour chaque backer un montant qui est égal au montant que le backer souhaite pledger, investir, et un montant de sortie qui est le montant total de la cagnotte. Ça, c'est pas une transaction valide. Donc cette transaction ne s'opère pas. Et nous, on crée une série de transactions comme ça, qu'on met bout à bout.
qu'on merge en une seule, et du coup, si la somme de toutes les transactions atteint la somme de la cagnotte, la transaction devient valide et elle peut être publiée. Donc là, c'est la représentation de la transaction en JSON. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a fait une concaténation des inputs signés par les backers, et il y a un seul output, et ça donne une transaction valide. Donc c'est le moment de faire la démo. Alors, on va essayer de soutenir Ryan. Ah, mais vous voyez rien. T'es pas un écran à droite. Merci. Donc, on va soutenir Ryan Incorporated. Pourquoi on me demande pas si la transaction c'est on rentre un ID de transaction. Je vais aller chercher dans notre historique une transaction qu'on avait faite. Il me reste combien de temps? Ah non, au bout de la démo, c'est pas grave. Donc, on nous demande de signer la transaction. Donc, on l'avait pré-signé. Voilà. On tourne sur une blockchain de test. Pas sur la blockchain. Et voilà, ça a marché, même si on n'a pas eu le temps de faire une pop-up jolie qui nous dit ça a marché. Donc ça c'était le premier contrat qu'on voulait mettre en place. C'est le seul qu'on a eu le temps de mettre en place. Parce que j'ai reçu une transaction. Mon adresse était l'adresse du porteur de projet. Donc j'ai reçu la transaction. Voilà, une première chose à dire, c'est que c'était pas très user-friendly. On devait rentrer nos clés, on devait rentrer les ID de connexion. Ça c'est à cause de la manière dont on fait les transactions qui est un peu embêtante. On peut pas passer, à cause de ce qu'on fait, on peut pas passer par les API directement de Coinbase, etc. Mais on est tout à fait ouvert à un partenariat si vous voulez nous autoriser à faire ça avec des connectors Coinbase, je ne sais pas pourquoi. Du coup, notre contrat numéro 2, c'était de faire des back paiements. Et en fait, on peut écrire des conditions qui sont exactement les mêmes, quitte à échanger input et output, et à créer un autre compte qui sera destiné à recevoir l'equity si dans le cas d'une levée de fonds ou d'une relance. Et donc, du coup, je vous épargne tout ça. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus, on peut discuter. Do you make a guarantee that one person submits to the crowdfunding transaction, right? They cannot withdraw before the timeout, or they can withdraw from their participation at any time? I guess they can withdraw their participation. We should put in place notifications, and if we have a notification, we won't add them in the aggregated transaction, and then we'll have to wait for more pledges to come. Right, so everybody can withdraw before the full amount is achieved, right? Yeah. So did you consider blocking money for some number of days, so it's really contributed there, so you can withdraw until after some period of time? I mean, some investors will invest in the project when they see that there is some guaranteed amount already in the project, which is how things work sometimes in the real investment project. Right? So when I see that there are 5 people contributors already, I want to be sure that they cannot take this money tomorrow out. So I will also invest only if it's real loss for a month. And if within the month we collect the full amount, then the project is funded. If not, then everybody gets back what they contributed. So this is the question. Okay. Thank you. En fait, dans les campagnes de crowdfunding, une fois que tu as passé les 50% de levée du montant que tu as demandé, tu es quasiment sûr de 60%